Des brutes, lui, ont déchiré son blouson en rigolant. Elle les a laissés gémir sur le sol. Chloé. Dubois ajustait pour la 100e fois ce matin le vieux blouson en cuir de sa grand-mère, tandis qu'elle traversait les imposantes arcades en briques du lycée Henri IV. Le blouson, usé et rapiécé à plusieurs endroits, avait appartenu à sa grand-mère lorsqu'elle était jeune en Bretagne, et malgré son apparence délabrée, c'était le seul vêtement qui permettait à Chloé de se sentir liée à l'histoire de sa famille. Du haut de son 1,50 m à peine, avec sa silhouette menue, ses cheveux noirs raides tombant sur ses épaules et ses grosses lunettes qui glissaient sans cesse sur son nez, Chloé avait appris à se frayer un chemin dans les couloirs bondés en gardant la tête baissée et en se déplaçant rapidement entre les cours. Henri IV était l'un de ces lycées publics énormes qui abritaient plus de 3000 élèves, avec ses longs couloirs bordés de casiers cabossés et de néons qui clignotaient par intermittence. Le bâtiment avait été construit dans les années 60 et dégageait cette atmosphère institutionnelle qui semblait amplifier chaque son, des portes de casier qui claquaient au bavardage constant des élèves se précipitant vers leur heure suivante. Chloé fréquentait Henri IV depuis presque 2 ans maintenant, depuis que sa famille avait déménagé de Lyon dans cette ville de banlieue près de Marseille. Mais elle se sentait toujours comme une étrangère qui observe de l'extérieur. Le déménagement avait été nécessaire après que son père ait perdu son emploi dans une entreprise de nouvelles technologies, obligeant la famille à s'installer dans une région plus abordable où il pourrait trouver du travail. Les parents de Chloé, tous deux immigrés de première génération du Vietnam, lui avaient inculqué les valeurs du travail acharné, du respect et de l'évitement de la confrontation à tout prix. Il croyait que garder la tête baissée et se concentrer sur les études était la voie du succès en France, et que tout problème à l'école ne ferait que créer davantage de problèmes pour la famille. Ce que ses camarades de classe ne savaient pas, c'est que Chloé s'entraînait au karaté traditionnel depuis l'âge de 7 ans. Son grand-père, qui avait été un instructeur d'arts martiaux respecté à Hanoï avant d'immigrer en France, avait enseigné à son père, qui à son tour avait enseigné à Chloé. La discipline exigeait une concentration intense, une technique parfaite et surtout la compréhension que les arts martiaux ne devaient être utilisés que pour la légitime défense et la protection des autres, jamais pour l'agression ou la vengeance. La philosophie de son grand-père était simple. La personne la plus forte est celle qui n'a jamais besoin de prouver sa force. Cette philosophie avait bien servi Chloé pendant sa première année à Henri IV, où elle avait réussi à éviter la plupart des conflits en étant simplement invisible. Cependant, cette année avait apporté de nouveaux défis sous la forme de Maxime Dubois et de sa bande. Maxime était tout ce que Chloé n'était pas, grand, athlétique, populaire et bruyant. Il était le star du rugby du lycée Henri IV, avec ses cheveux blonds parfaitement coiffés et le genre de sourire confiant qui faisait que les professeurs fermaient les yeux sur son comportement discutable. Son père possédait plusieurs concessions automobiles dans la région, ce qui donnait à Maxime un sentiment de droit qui imprégnait tout ce qu'il faisait. Le principal complice de Maxime était Théo Lemaire, un garçon trapu aux cheveux roux et aux taches de rousseur, qui semblait tirer tout son sentiment de valeur personnelle de l'approbation de Maxime. Théo était le genre à rire trop fort aux blagues de Maxime et semblait toujours désireux de prouver qu'il était digne du cercle restreint. La troisième membre de leur groupe était Léa Martin, une grande fille aux cheveux blonds platine qui avait été élue reine du bal de promo l'année précédente et se comportait comme si elle s'attendait à ce que tout le monde reconnaisse sa supériorité. Le harcèlement avait commencé petit, des bousculades accidentelles dans le couloir, des commentaires sur l'apparence de Chloé ou des conversations délibérément bruyantes sur les étrangers bizarres chaque fois qu'elle était à portée de voix. La plupart des élèves détournaient simplement le regard, soit parce qu'ils ne voulaient pas s'impliquer, soit parce qu'ils étaient reconnaissants de ne pas être eux-mêmes la cible. Même les professeurs semblaient ignorer les cruautés subtiles
Ou peut-être choisissait-il simplement de les ignorer plutôt que de faire face aux complexités des dynamiques sociales adolescentes. La routine quotidienne de Chloé consistait à cartographier soigneusement ses déplacements pour éviter les zones où Maxime et ses amis se rassemblaient généralement. La cour principale pendant le déjeuner était interdite, tout comme la zone près du gymnase où traînaient les élèves sportifs. Elle avait appris à déjeuner à la bibliothèque où Madame Moreau, la bibliothécaire, maintenait une politique de tolérance zéro pour les comportements perturbateurs. L'aile scientifique était généralement sûre pendant les intercours et elle pouvait généralement se rendre à son casier et en revenir sans incident si elle s'y prenait bien. Mais l'évitement ne pouvait fonctionner que pendant un certain temps dans un bâtiment scolaire où 3000 élèves partageaient les mêmes espaces. Il était inévitable que leurs chemins se croisent, et lorsque cela se produisait, Maxime semblait prendre un plaisir particulier à rendre la vie de Chloé difficile. Il y avait eu le moment où il avait, accidentellement, fait tomber ses livres de ses mains devant le bureau principal, en voyant ses notes soigneusement organisées, s'éparpiller sur le sol, tandis qu'une foule d'élèves marchait dessus. Une autre fois, Théo avait renversé son chocolat chaud sur son sac à dos à la cafétéria, affirmant que c'était un accident, tandis que Maxime et Léa riaient assez fort pour que la moitié de la pièce l'entende. Les incidents étaient toujours conçus pour être juste assez subtils pour pouvoir être expliqués comme des accidents ou des malentendus. Maxime était trop intelligent pour faire quoi que ce soit, qui le mettrait dans de sérieux ennuis, surtout avec la saison de rugby qui approchait. Il comprenait le jeu de la dénégation plausible, et il y jouait avec expertise. Lorsqu'un professeur se trouvait à proximité, il proposait même d'aider à nettoyer le gâchis qu'il avait créé, jouant le rôle du camarade de classe concerné, tout en lançant à Chloé des regards qui indiquaient clairement que le harcèlement était intentionnel. À travers tout cela, Chloé a conservé son sang-froid et son engagement envers les enseignements de son grand-père. Elle nettoyait les papiers éparpillés, remplaçait les objets ruinés et continuait sa journée comme si de rien n'était. Ses parents lui avaient toujours appris que répondre à la provocation ne ferait qu'aggraver les choses et que la réussite scolaire devait être mesurée par les notes et les réalisations, et non par le statut social ou la popularité. Chaque soir, elle pratiquait ses katas dans le garage, canalisant sa frustration dans des mouvements précis et une respiration contrôlée, se rappelant que la vraie force venait de la discipline et de la maîtrise de soi. Mais Maxime semblait interpréter son manque de réponse comme une faiblesse, et les incidents ont commencé à s'intensifier. Il a commencé à faire des commentaires sur son apparence, l'appelant quatre yeux et minus chaque fois qu'il la croisait dans les couloirs. Léa s'est jointe à elle avec des remarques sur les vêtements de Chloé, en particulier le vieux blouson en cuir qui était devenu une cible quotidienne de moquerie. « Tu as trouvé ça dans une friperie ?» demandait Léa à voix haute, faisant se retourner et regarder d'autres élèves. « Ou quelqu'un l'a jeté et tu l'as ramassé à la poubelle ?» Le point de rupture est survenu un mardi matin fin octobre. Chloé était à son casier, rangeant ses livres pour la journée, quand elle a senti quelqu'un attraper l'arrière de son blouson et tirer fort. Elle s'est retournée pour voir Maxime debout là avec Théo et Léa, tous les trois souriants, avec le genre de joie malveillante qui retournait l'estomac de Chloé. Dans la main de Maxime se trouvait un gros morceau de la manche du blouson en cuir, complètement arraché de la couture de l'épaule. « Oups !» dit Maxime avec une fausse inquiétude, tenant le morceau de cuir déchiré. « On dirait que ton blouson est finalement tombé en morceaux. Je suppose que c'est ce qui arrive quand on porte des ordures à l'école. » Chloé fixa le blouson ruiné, sentant quelque chose se briser dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement un vêtement, c'était un lien avec sa grand-mère. Une femme qui avait immigré en France sans rien d'autre que de la détermination et qui avait bâti une vie pour sa famille grâce à sa seule volonté. Le blouson avait survécu à des décennies, avait été porté lors du premier emploi de sa grand-mère dans une usine bretonne, avait été soigneusement conservé et transmis comme un symbole de résilience et de force. Qu'est-ce qui ne va pas ?
demanda Léa d'une voix chantante qui résonnait dans le couloir. « Tu vas pleurer pour ton blouson moche? Peut-être que maintenant tu t'habilleras comme une personne normale. » Des élèves s'étaient arrêtés pour regarder la scène se dérouler, certains riant avec la bande de Maxime, d'autres se contentant de regarder avec le genre de fascination morbide que les gens ont pour les catastrophes. Chloé sentit son visage brûler d'humiliation en réalisant que tout le monde voyait le blouson de sa grand-mère traité comme des ordures, la voyant traitée comme des ordures. « Allez, dis quelque chose », insista Théo, appréciant clairement le spectacle. « Ou tu es trop bizarre pour même parler ». Chloé prit soigneusement le morceau de cuir déchiré de la main de Maxime, ses mouvements contrôlés et délibérés. Elle regarda les dégâts, passant ses doigts sur les bords déchirés, et sentit quelque chose de fondamental changer à l'intérieur d'elle. La voix de son grand-père résonna dans son esprit. La personne la plus forte est celle qui n'a jamais besoin de prouver sa force. Mais peut-être venait un moment où la force devait être démontrée non pas par fierté, mais par justice. « Je suis désolée pour ton blouson », dit-elle doucement, sa voix stable malgré la rage qui montait dans sa poitrine. « Je vais le remplacer. » Maxime rit, ne s'attendant clairement pas à une réponse aussi calme. « Avec quel argent? Ta famille fait probablement ses courses chez Lidl. Laisse-la tranquille, Maxime. » La voix venait de derrière la foule, et Chloé se tourna pour voir Lucas Chen se frayer un chemin à travers le cercle d'élèves. Lucas était dans sa classe de chimie en prépa, un garçon calme aux cheveux noirs et aux yeux doux qui avait toujours été amical avec elle. Il n'était pas particulièrement grand ou athlétique, mais il avait le genre de confiance tranquille qui vient du fait d'être à l'aise avec soi-même. « Oh, regarde !» dit Léa avec délice. « Le loser a trouvé un autre loser pour être ami avec. C'est trop mignon. » Lucas l'ignora et se rapprocha de Chloé. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix douce, mais ses yeux durs alors qu'il regardait le blouson déchiré. « Elle va bien !» dit Maxime, se plaçant entre eux. « On avait juste une conversation sur les choix vestimentaires, n'est-ce pas, Chloé ?» L'utilisation de son prénom dans la bouche de Maxime sonnait comme une malédiction, et Chloé sentit ses mains se serrer en poing. Elle s'était entraînée pendant plus d'une décennie pour contrôler ses émotions, pour canaliser son énergie dans des mouvements précis et des réponses disciplinées. Mais debout là dans le couloir, avec le blouson de sa grand-mère détruit, et Lucas la regardant avec tant d'inquiétude, elle sentit les barrières soigneusement construites autour de sa colère commencer à se fissurer. « Je dois aller en cours », dit-elle, fermant son casier avec plus de force que nécessaire. Le clang métallique résonna dans le couloir, et plusieurs élèves sursautèrent au son. « Ouais, fais ça !» lança Maxime après elle alors qu'elle s'éloignait, Lucas se mettant au pas à côté d'elle. « Essaie de ne pas porter plus d'ordures demain. » Le rire qui les suivit dans le couloir ressemblait à des coups physiques contre le dos de Chloé. Elle avait enduré des mois de petites humiliations, s'était dit qu'ignorer était la bonne chose à faire, que s'élever au-dessus des cruautés mesquines était la voie que ses grands-parents auraient voulu qu'elle prenne. Mais ils avaient franchi une limite en détruisant quelque chose qui la reliait à l'histoire de sa famille, et en le faisant devant Lucas, quelqu'un qui lui avait montré de la gentillesse. Ce soir-là, Chloé s'assit dans le garage avec le blouson déchiré étalé sur l'établi de son père, examinant les dégâts à la lumière d'un simple néon. Le cuir était vieux et s'était déchiré le long de la couture, mais il pourrait être réparable si elle pouvait trouver les bons matériaux. Pendant qu'elle travaillait, elle pensa aux histoires de sa grand-mère sur ses débuts en Bretagne, travaillant dans des usines et faisant face à la discrimination avec une dignité tranquille et une détermination inébranlable. « Chloé !» La voix de son père venait de la porte et elle leva les yeux pour le voir debout là dans ses vêtements de travail, son visage fatigué mais inquiet. « Ta mère a dit que tu semblais contrariée aujourd'hui. Est-ce que tout va bien à l'école ?» Chloé envisagea de lui parler de Maxime et du blouson déchiré, des mois de harcèlement et du sentiment croissant que les choses dégénéraient. Mais elle savait ce qu'il dirait, qu'elle devrait se concentrer sur ses études,
que les brutes finissent par passer à d'autres cibles, que s'impliquer dans des conflits ne ferait qu'aggraver les choses pour la famille. « Ça va, papa ?» dit-elle, pliant soigneusement le blouson. « Je travaille juste sur un projet. » Il hocha la tête, mais elle pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. « Rappelle-toi ce que disait toujours Papy. La personne la plus forte est celle qui n'a jamais besoin de prouver sa force. Parfois, la meilleure façon de gagner est de ne pas se battre du tout. »« Je sais, papa, je me souviens. » Mais alors qu'elle allait se coucher ce soir-là, Chloé se retrouva à penser non pas à la philosophie de son grand-père consistant à éviter les conflits, mais à une autre leçon qu'il lui avait enseignée il y a des années. « Il arrive un moment, avait-il dit lors d'une de leurs séances d'entraînement, où refuser de se battre devient sa propre forme de lâcheté. Quand tu laisses le mal s'épanouir parce que tu as peur de te lever, tu fais partie du problème. » Le lendemain matin, Chloé choisit ses vêtements avec soin. Au lieu du blouson déchiré, elle portait un simple sweat à capuche noire et un jean, des vêtements qui n'attireraient pas l'attention ou ne donneraient pas à Maxime et à ses amis de nouveaux éléments pour leur harcèlement. Elle se déplaça dans les couloirs, avec la même précision qu'elle avait développée au cours des derniers mois, mais quelque chose se sentait différent. Il y avait une nouvelle conscience dans ses mouvements, un sentiment de préparation qu'elle n'avait pas ressenti auparavant. Le changement ne passa pas inaperçu. Pendant le déjeuner, alors qu'elle était assise à la bibliothèque à travailler sur ses devoirs, Lucas s'approcha de sa table avec une expression inquiète. « Salut », dit-il doucement, se glissant sur la chaise en face d'elle. « Tu sembles différente aujourd'hui. Ça va ?» Chloé leva les yeux de son manuel scolaire, étudiant son visage. Lucas avait toujours été gentil avec elle, mais hier, il était intervenu quand Maxime la harcelait, avait montré le genre de courage qui semblait manquer à la plupart des élèves d'Henri IV. « Ça va », dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Ce truc avec ton blouson hier, c'était dégueulasse. Maxime s'aggrave ces derniers temps. Je pense qu'il est frustré par quelque chose et qu'il s'en prend à des gens qui ne peuvent pas se défendre. » L'expression « ne peuvent pas se défendre » planait dans l'air entre eux, et Chloé sentit une bouffée de colère face à cette supposition. Elle pouvait se défendre. Elle s'était entraînée à se défendre pendant la majeure partie de sa vie. La question était de savoir si elle devait le faire. « Peut-être », dit-elle prudemment, « les gens ont juste besoin de trouver le bon moment pour se défendre. » Lucas hocha la tête pensivement. « J'y ai pensé aussi. Mon père dit toujours que les brutes n'ont du pouvoir que parce que les bonnes personnes ne les arrêtent pas. Mais c'est effrayant, tu sais. Maxime a des amis, il est populaire, il a la protection de l'administration à cause du rugby. On a l'impression qu'il n'y a aucun moyen de gagner. »« Il y a toujours un moyen de gagner, » dit Chloé, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait voulu. « Parfois, il faut juste être patient et attendre la bonne occasion. » L'occasion se présenta plus tôt que prévu. Le vendredi après-midi, Chloé traversait la cour principale après l'école, se dirigeant vers l'arrêt de bus, quand elle entendit des voix fortes venant de derrière le gymnase. Elle reconnut la voix de Lucas, serrée de colère et de peur, et la voix de Maxime, pleine de l'amusement cruel qui lui était devenu si familier. Chloé changea de direction, se dirigeant rapidement vers le son. Alors qu'elle contournait le coin du bâtiment, elle vit Lucas, dos au mur de briques avec Maxime. Théo et Léa debout en demi-cercle autour de lui. Maxime tenait le sac à dos de Lucas, en vidant le contenu sur le sol pendant que Théo et Léa riaient. « S'il te plaît, » disait Lucas, sa voix tendue. « J'ai besoin de ces notes pour l'interro de lundi. »« Tu aurais dû y penser avant de décider de jouer les héros, » dit Maxime, enfonçant son talon dans une pile de papier. « Peut-être que la prochaine fois, tu te mêleras de tes affaires. »« Ouais, » ajouta Léa. « Peut-être que tu apprendras à ne pas traîner avec des tarés. » Chloé sentit la rage familière monter dans sa poitrine, mais cette fois, elle ne la repoussa pas. Cette fois, elle la laissa l'alimenter alors qu'elle entrait dans la clairière derrière le gymnase. « Laissez-le tranquille, » dit-elle,
sa voix portant clairement à travers l'espace. Tous les quatre se tournèrent pour la regarder, et le visage de Maxime s'illumina d'un sourire de pure délice. « Regardez ce que nous avons ici, la tarée elle-même venant sauver son copain. »« Ce n'est pas mon copain, » dit Chloé, faisant un autre pas en avant. « C'est mon ami, et vous allez le laisser tranquille. » Théo rit bruyamment. « Ou quoi? Tu vas nous pleurer dessus? Peut-être nous lancer ton blouson cassé? »« Je vais vous le demander une dernière fois, » dit Chloé, sa voix tombant à un murmure qui portait d'une certaine manière plus de menaces que des cris. « Laissez-le tranquille. » Maxime laissa tomber le sac à dos et s'avança vers elle, sa pleine hauteur et sa carrure athlétique le faisant ressembler à un géant comparé à la petite silhouette de Chloé. « Tu sais quoi? Je commence à en avoir marre de te voir te promener ici comme si tu étais meilleur que tout le monde. Il est temps que quelqu'un te remette à ta place. » Il tendit la main pour lui saisir l'épaule de la même manière qu'il avait attrapé son blouson plus tôt dans la semaine. Mais cette fois, Chloé était prête. Des années d'entraînement lui avaient appris à lire le langage corporel, à anticiper les mouvements, à retourner la force d'un adversaire contre lui. Alors que la main de Maxime s'approchait d'elle, elle fit un léger pas de côté, attrapa son poignet et le tordit. La technique s'appelait Kotgeishi, un lancer de poignet de base qui utilisait l'effet de levier et l'élan pour faire tomber des adversaires beaucoup plus grands qu'elle. Maxime se retrouva à tournoyer dans les airs, ses pieds quittant le sol, alors que le mouvement précis de Chloé l'envoyait s'écraser sur l'asphalte sur le dos. Le silence qui suivit fut assourdissant. Théo et Léa fixèrent sous le choc leur chef, qui était allongé sur le sol avec un regard de complet désarroi sur le visage. Lucas avait cessé de reculer et regardait avec de grands yeux, alors que Chloé se tenait calmement au-dessus de la forme prostrée de Maxime. « Qu'est-ce que... » haleta Maxime, essayant de reprendre son souffle. « Comment as-tu... »« Lève-toi, » dit simplement Chloé, « et va-t'en. » Au lieu de s'exécuter, Maxime se releva en titubant avec le visage rouge d'humiliation et de rage. « Petite !» Il frappa sauvagement à la tête, mettant toute sa force derrière le coup de poing. Chloé esquiva le coup et s'avança, enfonçant son coude dans le plexus solaire de Maxime avec le genre de précision qui vient d'années de pratique. Maxime se plia en deux, haletant à la recherche d'air, et Chloé enchaîna avec un fauchage de jambes qui l'envoya s'écraser à nouveau sur le sol. « Maxime !» hurla Léa, mais elle ne fit aucun geste pour l'aider. Théo, décidant apparemment qu'il devait défendre l'honneur de son chef, chargea sur Chloé avec les poings levés. Mais Théo n'était pas un athlète, et ses mouvements étaient maladroits et télégraphiés. Chloé esquiva sa charge et utilisa son élan pour le faire trébucher devant elle. Alors qu'il se retournait pour réessayer, elle attrapa sa chemise et utilisa un balayage de hanches pour l'envoyer voler dans les airs. Il atterrit lourdement sur le dos à côté de Maxime, le souffle coupé. Maxime essayait de se relever à nouveau, son visage tordu par un mélange de douleur et d'incrédulité. « Ce n'est pas fini !» siffla-t-il. « Tu crois que tu peux juste... »« C'est fini !» dit Chloé, se rapprochant de lui. Maxime recula instinctivement et elle put voir la peur dans ses yeux. « Vous allez me laisser tranquille. Vous allez laisser Lucas tranquille. Vous allez laisser tout le monde tranquille. »« Tu ne peux pas me forcer à faire quoi que ce soit, » dit Maxime, mais sa voix manquait de conviction. Chloé s'agenouilla à côté de lui, rapprochant son visage du sien. Quand elle parla, sa voix était douce, mais portait le poids d'une certitude absolue. « Je m'entraîne au karaté depuis 12 ans. Je me suis retenu parce qu'on m'a appris que la violence ne devait être qu'un dernier recours. Mais tu as détruit quelque chose qui appartenait à ma grand-mère et tu as blessé mon ami. Alors, laissez-moi être très clair. Si vous me touchez à nouveau, si vous touchez Lucas à nouveau, si vous touchez qui que ce soit à qui je tiens à nouveau, je vous mettrai à l'hôpital. Vous me comprenez ?» Maxime la fixa pendant un long moment, et elle put voir le moment exact où sa bravade se fissura. Il hocha lentement la tête, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Bien !» dit Chloé, se relevant et époussetant son jean. « Théo, Léa, j'espère que vous avez fait attention. Cela s'applique à vous tous. » Théo était toujours allongé sur le sol, serrant ses côtes et respirant bruyamment.
Léa avait reculé jusqu'à ce qu'elle soit pressée contre le mur de briques du gymnase, son visage pâle de choc. « Ça va ?» demanda Chloé, se tournant vers Lucas. Il la fixait toujours avec étonnement, ses papiers éparpillés, oubliés sur le sol. « Ouais, ça va », dit-il, secouant la tête comme pour se vider l'esprit. « Chloé, c'était... Où as-tu appris à faire ça ?»« Ma famille », dit-elle simplement, l'aidant à ramasser ses papiers. « Mon grand-père disait toujours que la personne la plus forte est celle qui n'a jamais besoin de prouver sa force, mais parfois, il faut quand même le prouver. » Alors qu'il s'éloignait du gymnase, laissant Maxime et Théo toujours assis sur le sol, Chloé ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des mois, la paix. Non pas parce qu'elle avait blessé quelqu'un, mais parce qu'elle s'était enfin défendue, et défendu quelqu'un qui lui avait montré de la gentillesse. « Merci », dit Lucas doucement alors qu'ils atteignaient l'arrêt de bus. « Personne ne m'a jamais défendu comme ça auparavant. »« Merci de m'avoir défendu plus tôt cette semaine, » répondit Chloé. « Il fallait du courage pour ça. » « Pas autant de courage que ce que tu viens de faire. Maxime va y réfléchir à 2 fois avant d'embêter qui que ce soit maintenant. » Et Lucas avait raison. Quand le lundi matin arriva, Maxime passa devant le casier de Chloé sans la regarder dans les yeux. Théo et Léa lui laissèrent une large place dans les couloirs et les conversations chuchotées qui la suivaient maintenant avaient un ton différent, le respect au lieu de la moquerie. L'histoire de ce qui s'était passé derrière le gymnase s'était répandue dans tout Henri IV pendant le week-end, prenant de l'ampleur au fur et à mesure qu'on la racontait, jusqu'à ce que certaines versions racontent que Chloé avait vaincu à elle seule la moitié de l'équipe de rugby. Mais la vérité était assez spectaculaire en soi. La fille tranquille, qui avait enduré des mois de harcèlement, avait finalement riposté, et elle l'avait fait avec une compétence à laquelle personne ne s'attendait. Madame Moreau, la bibliothécaire, sourit à Chloé quand elle vint déjeuner lundi. « J'ai entendu dire que tu avais passé un week-end intéressant, » dit-elle doucement. « Je suis contente que tu te défendes, et je suis contente que tu déjeunes toujours ici au lieu de faire ta loi à la cafétéria. » Mon grand-père disait toujours qu'avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités, dit Chloé, s'installant à sa place habituelle, avec un livre. On dirait un homme sage, et on dirait qu'il a élevé une petite fille sage. Le changement de dynamique à Henri IV était subtil, mais indéniable. Les élèves qui avaient auparavant ignoré Chloé commencèrent à lui faire un signe de tête dans les couloirs. Les professeurs qui avaient semblé inconscients du harcèlement commencèrent à accorder plus d'attention à la dynamique sociale dans leur classe. Même certaines des autres victimes de la bande de Maxime commencèrent à marcher avec un peu plus de confiance, comme si l'exemple de Chloé leur avait montré que les brutes n'étaient pas invincibles. Maxime lui-même semblait avoir tiré une leçon. Il tenait toujours court avec ses amis à la cafétéria, dominait toujours le terrain de rugby, se comportait toujours avec l'arrogance qui découlait du privilège et de la popularité. Mais il laissa une large place à Chloé et à Lucas, et la cruauté désinvolte qui avait marqué ses interactions avec d'autres élèves sembla avoir diminué. 3 semaines après la confrontation, Chloé fut surprise de trouver Maxime, qui l'attendait près de son casier après l'école. Il avait l'air mal à l'aise, changeant son poids d'un pied à l'autre et évitant le contact visuel. « Je voulais m'excuser, » dit-il doucement, les mots semblant se coincer dans sa gorge, « pour le blouson et pour tout le reste. » Chloé étudia son visage, cherchant des signes de tromperie ou de moquerie. Mais Maxime semblait sincèrement contrit, sa confiance habituelle remplacée par quelque chose qui aurait pu être de la honte. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Parce que c'était mal, » dit-il simplement. « Et parce que tu aurais pu vraiment me faire mal ce jour-là, mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es arrêté quand tu as fait valoir ton point de vue. Ce n'est pas ce que j'aurais fait. » Chloé hocha lentement la tête. « Mon grand-père disait toujours que la mesure d'une personne n'est pas la façon dont elle traite ses égaux, mais la façon dont elle traite ceux qui ne peuvent pas se défendre. Tu avais du pouvoir sur moi,
et tu l'as utilisé pour me blesser. Cela en dit long sur qui tu es. » Maxime tressaillit à ces mots, mais il ne contesta pas. « Je sais, j'essaie d'être meilleur. C'est plus difficile que je ne le pensais. »« Bien, » dit Chloé, fermant son casier. « Être meilleur devrait être difficile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. » Alors qu'elle s'éloignait, Chloé sentit le poids du blouson réparé de sa grand-mère sur ses épaules. La déchirure avait été réparée avec des points de suture soignés et un morceau de cuir assorti, ce qui le rendait plus solide qu'avant. Comme le blouson, Chloé avait été endommagée mais pas brisée, et la réparation n'avait fait qu'ajouter à sa force. La leçon qu'elle avait apprise ne portait pas sur le pouvoir de la violence ou la satisfaction de la vengeance. Elle portait sur l'importance de se défendre et de défendre les autres, sur le courage nécessaire pour affronter ses peurs, et sur la sagesse de savoir quand la force doit être utilisée et quand elle doit être retenue. La philosophie de son grand-père l'avait bien guidée, mais elle avait appris à l'interpréter à sa manière. La personne la plus forte est en effet celle qui n'a jamais besoin de prouver sa force. Mais parfois, le prouver une fois suffit à garantir qu'on n'aura plus jamais à le prouver. Parfois, tenir tête à une brute est la chose la plus gentille que l'on puisse faire, pas seulement pour soi, mais pour tous ceux qui viennent après soi. Et parfois, les plus silencieux sont ceux qu'il faut le plus craindre, car ils ont observé, appris et attendu le moment où l'action devient nécessaire. Alors que Chloé sortait d'Henri IV cet après-midi-là, elle sentit la présence de sa grand-mère dans le blouson en cuir usé, dans les points de suture soignés qui l'avaient rendu entier et dans la connaissance que la force et la dignité pouvaient coexister. Les brutes avaient tiré leur leçon. Lucas avait trouvé son courage. Et Chloé avait découvert que parfois la meilleure façon d'honorer les enseignements de son grand-père est de savoir quand les mettre de côté et de tracer sa propre voie. Les couloirs d'Henri IV se souviendront de cette histoire pendant des années, mais pas comme un conte de violence ou de vengeance. Ils s'en souviendront comme d'une histoire sur le pouvoir de défendre ce qui est juste, sur le courage d'affronter ses peurs, et sur la sagesse de savoir que la vraie force ne vient pas de la capacité de blesser les autres, mais de la retenue de s'arrêter quand on a fait valoir son point de vue. En fin de compte, c'était la leçon la plus importante de toutes.